George voulait changer de paysage, fatigué de la routine. Il cherchait une pause, un recul, une expérience nouvelle. Pour sortir de sa zone de confort et de ses habitudes, il envisage le vélo. En route pour la Nouvelle-Zélande. Il passe par le pont Mangere qui enjambe le bras du sud-ouest du port Manukau. Arrivé sur le port d'Auckland, il aperçoit l'une des nombreuses figures emblématiques du pays, la Sky Tower. Conçue par l'architecte Gordon Moller, elle cumule du haut de ses 328 mètres. Elle se démarque dans le paysage urbain par sa finesse et son élégance. Le Ferry Building d'Auckland, construit en 1912 dans un style néo-baroque par l'architecte britannique Alex Wiseman, reste une icône majeure dans la ville. Après avoir passé une nuit à l'hôtel pour se reposer, notre aventurier prend le train vers Wellington. La vue sur les pâturages offre un avant-goût des paysages pittoresques des terres d'Aotearoa. Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande, abrite le Parlement qui se distingue par sa forme de ruche d'abeilles. Cette ville est célèbre pour son industrie cinématographique dynamique. Et c'est là que le studio ayant produit le film Le Seigneur des Anneaux est basé. La vie nocturne animée par la cité Alizée en fait une destination incontournable pour les habitants et les visiteurs avec ses nombreux cafés. Le lendemain, George prend le ferry pour l'île du Sud. Il traverse le détroit de Cook jusqu'à Picton. Les côtes sauvages offrent un spectacle paisible au rythme lent du navire. Picton, un havre pour les amoureux de la nature, regorge d'activités toute l'année. À Blenheim, George passe une nuit au camping de Spring Creek Holiday Park. Près de la rivière Wairau, une pluie de coton lui donne un spectacle impressionnant. Recouvrant la végétation par un tapis de soie, on a l'impression que la neige tombe en plein été. La région de Marlborough où se trouve Blenheim est réputée pour ses vignobles et ses paysages spectaculaires. George longe la rivière Wairau, campe au Kowai Point, puis repart rapidement le lendemain à cause des piqûres de mouches de sable. Au petit matin, il reprend la route, observant des vaches curieuses. Le lait est une ressource exploitée par les petites entreprises kiwis. Il passe par Saint-Arnaud, point d'entrée du parc national Nelson Lake, est connu pour ses lacs glaciers et ses forêts d'hêtres, un lieu idéal pour les amateurs d'aventure. Il s'arrête au petit village de Murchison pour un café et se ravitailler. À l'entrée du camping de Lyell, une forte pluie tombe. La tente est installée dans un cabinet pour se protéger des mouches de sable. Les vêtements trempés, étalés, sèchent sur les bancs.
Au crépuscule, la pluie s'arrête. Notre aventurier est bercé par le chant des oiseaux qui lui offre un orchestre des plus harmonieux. Le lendemain, George reprend la route vers Rifton, prenant un brunch pour recharger ses réserves. Rifton, riche en bâtiments historiques à l'époque de la fièvre de l'or, offre une ambiance pittoresque et charmante. Non loin de Greymouth, un pneu éclate. Greymouth était une ville importante pendant la ruée vers l'or. Située sur la côte ouest de l'île du Sud, son port permettait d'exporter du minerai et d'importer de la nourriture ainsi que de la main-d'œuvre. George profite de ce moment de repos pour vérifier ses affaires. Il prend avec lui ses vêtements de rechange, une tente, un kit de réparation de vélo, une trousse de secours et sa carte bancaire. Après la pluie, le beau temps revient. Dès 6h du matin, George se met en route. Les camions de citerne commencent à rouler à partir de 15h. Il faut être plus prudent. George fait halte à Hokitika, au cœur de l'industrie néo-zélandaise du jade, connue localement sous le nom de Ponamo en maori. Ensuite, il se dirige vers Ross, une bourgade entourée de paysages naturels époustouflantes, ainsi que des sentiers de randonnée. Les routes plates et le vent favorable permettent à George d'avancer rapidement, surtout à vélo. L'avantage de voyager à bicyclette, c'est d'abord d'apprécier la nature et de pouvoir rouler sur presque tout type de terrain. Le lac Lante s'étend sur une superficie considérable. Entourée par de vastes étendues de forêts et de terres, elle couvre une longueur de 5 km. Le nom maori du lac, Te Naihu, revêt une grande importance culturelle et historique pour ce peuple, étant associé à des légendes et des récits traditionnels transmises au fil des générations. Le soir venu, notre aventurier doit s'arrêter. Il monte sa tente dans un petit camping appelé Otto McDonald, au nord du lac Mapurika. C'est un endroit charmant pour les campeurs et les voyageurs explorant la région. Au matin, une pluie violente réveille notre aventurier. Avec son équipement de camping usé, l'eau s'infiltre facilement par des micro-fissures dans la toile. Il se réfugie sous une hutte collective pour sécher son matériel trempé. Quelques heures plus tard, la pluie persiste, mais il faut reprendre la route. Notre cycliste approche des villes de Franz Joseph et de Fox. En s'arrêtant à un point d'information dans la ville de Franz Joseph, il rencontre Sean, un cycliste kiwi très bien équipé. Le glacier Franz Joseph, situé sur la côte ouest de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, est nommé d'après l'empereur autrichien Franz Joseph Ier par l'explorateur autrichien Julius von Haast dans les années 1860. À cause de la forte pluie, il passe une nuit dans une auberge de jeunesse. Un peu de chaleur est toujours la bienvenue. Une nouvelle journée se lève au pays du long nuage blanc et notre aventurier reprend déjà la route. Les montagnes du Fox Glacier se dressent fièrement. Elles sont nommées d'après le politicien Sir William Fox pour sa contribution au développement de la région de la côte ouest de l'île du Sud. À
Alors que la pluie persiste et qu'un vent frontal assez fort se lève, notre aventurier doit redoubler d'efforts pour avancer. Il est crucial de faire attention aux voitures, surtout avec une visibilité aussi mauvaise. Pour garder ses chaussures au sec, notre sportif opte pour ses claquettes. Comme si les cieux étaient en rage, quelques kilomètres de Ast, la grêle tombe. George poursuit malgré ses temps gelés. Enfin, il atteint la ville de Ast. Ast est niché au cœur de la région du West Coast, entre les Alpes du Sud et la mer de Tasman. Le village est entouré par le parc national de Westland Tai-Poutini. La route vers Makarora est étroite et solitaire. En montant vers les Alpes néo-zélandais, la météo devient plus rude. Il espère qu'en arrivant au refuge de chasseurs, une chambre sera disponible. Installé devant le chauffage avec une tasse de thé chaude, notre cycliste se détend. Le lendemain, avant le départ, George vérifie que le matériel est OK et en profite même pour se ravitailler. Après avoir quitté le refuge, le soleil illumine les montagnes enneigées, offrant une journée parfaite pour pédaler. La vue sur les lacs Wanaka et Hawea est tout simplement époustouflante. Le lac Wanaka est réputé pour ses eaux cristallines et ses paysages magnifiques, offrant une variété d'activités et de loisirs. Comme un navire dans le vent, George se dirige à toute vitesse dans la ville de Wanaka. En hiver, Wanaka offre un paradis pour les amateurs de ski avec ses nombreuses stations. Les alentours de la ville regorgent également de sentiers de randonnée et de pistes cyclables adaptées à tous les niveaux de compétences. Wanaka tire son nom de la langue maori signifiant « l'eau éclatante ». Autrefois habitée par des tribus maoris, Ngai Taihu, la région a été explorée par les Européens au XIXe siècle, puis développée par des pionniers. Just saying hello here. We're at the bike lounge. I'm Josh. This is the bike shop. And these are the skateboards I make. You'll find it on Instagram. There's many more to come. Made from snowboards. East Coast sand, West Coast sand. Epoxy, carbon, old snowboard. Sapien planks. Cheer bros, pleasure meeting you. Thank you. Good to see you cruising the country. And all the best for your ride. Thank you. Cheers. Cheers. George propose d'entretenir gratuitement le vélo de notre héros afin de se faire connaître sur notre chaîne. George passe une nuit dans une auberge de jeunesse et se ravitaille. En passant par Cadrona, il aperçoit la célèbre barrière de soutien-gorge. Les visiteurs sont encouragés à laisser un soutien-gorge en guise de don et les fonds récoltés sont souvent destinés à des associations locales ou à des causes spécifiques. Un obstacle se dresse sur la route de notre routard, le mont Crown Range. Réputé pour ses ponts raides et ses virages serrés, les conducteurs doivent être plus prudents et respecter les panneaux de signalisation. La montée est difficile, mais une fois au sommet, George profite d'un panorama exceptionnel. La descente est plus facile. Il poursuit son chemin vers Arrow Junction, une petite localité paisible
situé près de Queenstown, offrant un accès facile aux activités de plein air et aux paysages naturels de la région. Il prend une belle piste cyclable en terre vers Queenstown et rencontre des cyclistes. Tom, un jeune cycliste australien, croise son chemin, mais il se dirigera vers Invercargill. Is that Wanaka? No, that should be Arrowtown. Yeah, and Wanaka should be. George arrive à Queenstown, une ville renommée pour ses activités extrêmes. Il achète une nouvelle tente et passe une nuit dans une auberge de jeunesse. Pour se rendre à Dunedin, il opte pour le passage par Cromwell. Avant la nuit, George atteint Bannockburn Motocamp au sud de la ville. Fondée en 1960, elle a attiré de nombreux mineurs écossais. George endure une nuit glaciale et inconfortable dans sa nouvelle tente. Au lever du jour, il prend la route et fait une halte dans un snack pour le petit déjeuner. George continue le long de la rivière Clutha en direction de Clyde, suivant une superbe piste cyclable. Il s'accorde une pause café, savourant les spécialités locales. Il longe la rivière de Dunstan, passant par des ponts et des sentiers aménagés. Clyde est célèbre pour son architecture préservée de l'époque de la fièvre de l'or, avec ses bâtiments en pierre et ses maisons à colombage, mais aussi pour la passion des habitants pour les fleurs. C'est le point de départ ou d'arrivée de l'Otago Central Rail Trail, une piste cyclable populaire qui suit l'ancienne voie ferrée à travers le paysage du Central Otago. George fait étape à Alexandra pour une nuit et se réapprovisionner. Cette petite ville est nichée dans la vallée de la rivière Clutha, entourée de magnifiques paysages. Après le petit déjeuner à Omakau, George poursuit son voyage sur le Central Rail Trail. Il traverse Lauder et passe à travers des tunnels historiques pour rejoindre la vallée d'Ida, où se trouvent plusieurs petites localités. Il continue son parcours à travers Aotearoa et atteint le plus haut point de la piste. Notre biker s'arrête à Wedderburn avant la nuit pour se reposer et se ravitailler. Un fait intéressant, les bungalows en tôle sont isolés avec de la laine de mouton, une pratique traditionnelle de l'époque. George en profite pour entretenir son système d'engrenage. Il fait une pause petit déjeuner à Ramfuli, renommé pour son architecture art déco. George atteint Middlemarch, une ville du 19e siècle nommée d'après le roman de George Eliot. C'est aussi le terminus de la piste cyclable Otago Central Railway. Il passe une nuit et découvre une cuisine collective dans un wagon de train, un clin d'œil à l'histoire de la ville.
George a disposé ses sacoches de manière ordonnée sur son vélo, favorisant à la fois l'aérodynamisme et la praticité, ce qui lui permet d'accéder facilement à ses affaires à tout moment. Le lendemain, il constate qu'il n'a plus de provisions et le seul magasin de la région est fermé. Il doit avancer malgré le vent contraire et les montées raides. Il traverse Shannon, un lieu-dit, puis approche de Clark Junction, où les rafales déséquilibrent notre pédaleur. Enfin, il atteint Lee Stream, mais toujours pas de magasin en vue. Il doit encore faire un effort pour rejoindre Outram et se reposer. La pluie tombe et la nuit approche. George s'arrête à Moskiel pour déjeuner. Cette banlieue colonisée par les Écossais dans les années 1850 est marquée par l'architecture, en particulier l'élevage d'ovins. George arrive enfin à Dunedin. Il s'arrête à l'Octagone, la place centrale de la ville, pour saluer la statue de Robbie Burns, un célèbre poète écossais connu pour ses vers romantiques et son engagement envers la liberté et l'égalité. Dunedin regorge d'attractions touristiques et culturelles telles que le cinéma, les musées et les galeries d'art. Son histoire remonte au début du 19e siècle, avec l'arrivée des missionnaires européens. Fondée en 1848 par les colons écossais sous la direction du capitaine William Cargill, la ville tire son nom du gaélique écossais signifiant Édimbourg. Dunedin a prospéré grâce à l'industrie minière de l'or et à l'agriculture, devenant une importante centre commercial et culturel de la Nouvelle-Zélande. Son architecture et ses traditions reflètent de son héritage écossais. La ville abrite également l'université d'Otago, fondée en 1869, la première université de Nouvelle-Zélande, réputée pour son excellence académique et sa vie d'étudiante animée. Après l'effort, il profite de bons moments avec ses amis. Après son séjour d'une semaine, il est temps de rentrer. George quitte Dunedin à 7h du matin en bus pour Moskiel, puis enfourche son vélo jusqu'à l'aéroport de Dunedin. Il emballe son vélo et prend l'avion pour rentrer en Nouvelle-Calédonie. C'est ainsi que cette aventure se termine, en espérant qu'elle vous aura plu. À bientôt.